Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Votre soutien m'est précieux, je vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Diane, et ce que je vais vous raconter s'est déroulé il y a 2 ans. Depuis cet hiver-là, ma vie n'a jamais été la même. Pendant longtemps, j'ai hésité à en parler, mais il y a des histoires qui refusent de rester silencieuses. Celle-ci est une histoire de choix, d'obsession, et de ce que l'on peut invoquer dans ce monde sans en avoir conscience. Shahid et moi étions plus que des amis, nous étions frères de cœur. Depuis notre enfance, nous étions inséparables. À 22 ans, nous avions traversé ensemble les joies et les doutes, bâtissant des rêves d'avenir communs. Mais il y avait une chose sur laquelle nous étions jamais d'accord, son obsession pour Nora. Nora était une fille du quartier, et Shahid en était éperdument amoureux. Depuis des années, il nourrissait l'espoir qu'elle finirait par le voir autrement qu'un simple ami. À chaque fois qu'il m'en parlait, j'essayais de le raisonner, mais c'était peine perdue. « Shahid, tu devrais passer à autre chose. Elle t'a déjà dit qu'elle te considérait juste comme un ami. » Lui avais-je dit, alors qu'on traînait encore chez lui cet après-midi-là. Il m'avait lancé un regard frustré, une étincelle d'obstination dans les yeux. « T'es trop direct, Diane. Nora, elle finira par comprendre. Je sais que je peux la rendre amoureuse de moi. » J'avais soupiré. Ce n'était pas la première fois que cette discussion revenait. Et à chaque fois, je sentais une inquiétude grandir en moi. Shahid ne comprenait pas qu'il était en train de se perdre dans une obsession dangereuse. Un jour, Shahid était arrivé avec un sourire éclatant, l'air plus enthousiaste que je ne l'avais vu depuis longtemps. « Diane, tu vas pas me croire ce que mon oncle Jelal m'a proposé. »« Ah ouais? Quoi encore ?» avais-je demandé, intrigué par son excitation. « Il veut que je surveille sa ferme cet hiver. Et il m'a dit que je pouvais emmener quelqu'un avec moi. Je pensais à toi. » La ferme de son oncle se trouvait en pleine campagne, à une dizaine de kilomètres du village le plus proche. L'endroit était isolé, perdu au milieu des collines, et la tâche semblait simple. S'occuper des vaches et veiller sur la propriété jusqu'au printemps. Un boulot apparemment facile, et le salaire était bien au-delà de ce que nous aurions pu espérer à notre âge. Shahid avait immédiatement accepté. Moi, en revanche, j'hésitais encore. Il y avait quelque chose dans son enthousiasme qui me laissait perplexe. Voyant mon doute, Shahid avait insisté, essayant de me convaincre. « Écoute, mon cousin Ali s'en occupait tout seul avant de partir pour ses études en ville. Ça lui prenait à peine 3 heures par jour. Franchement, on peut gérer ça les doigts dans le nez. Et un salaire pareil, ça ne se refuse pas. » Malgré mes réticences, son énergie avait fini par me gagner. À force d'arguments et de promesses, je m'étais laissé convaincre. Au fond, j'espérais que cet hiver à la ferme éloignée nous offrirait l'occasion de nous changer les idées. Nous avions préparé nos sacs avec tout le nécessaire, et M. Jelal était venu nous chercher en jeep, accompagné de son fils Ali. Le trajet vers la ferme, à travers les chemins de terre, accentuait l'isolement du lieu. Arrivé à destination, 2 grands chiens de berger nous attendaient devant l'étable, l'un gris, l'autre marron. En descendant du véhicule, M. Jelal s'était tourné vers le chien marron. « Viens ici, joyeux, viens mon chien !» avait-il lancé avec un sourire. Le chien s'était approché en remuant la queue, puis s'était jeté sur lui avec affection. Mais l'autre chien, le gris, restait allongé, impassible. « L'autre chien s'appelle Furieux », continua M. Jelal avec un ton plus sérieux. « Celui-là ne l'embêtez jamais, il n'aime pas les blagues, et s'il vous trouve trop envahissant, il pourrait attaquer. Il n'est pas du genre câlin, mais c'est un excellent berger. Il veille sur les bêtes mieux que quiconque. » Un frisson m'avait traversé en entendant ces mots. Ce chien avait quelque chose d'étrange dans son regard fixe. Pendant ce temps, Alice s'était éloigné pour vérifier les animaux. « Papa, je vais m'occuper du troupeau », avait-il dit. « Vas-y mon fils », avait répondu M. Jelal. Les 2 chiens avaient suivi Alice sans un bruit. Leur intelligence m'avait frappé. Ils semblaient comprendre chaque geste, chaque ordre donné. M. Jelal nous avait ensuite montré le reste de la propriété. La ferme, située à des kilomètres du village, s'étendait sur une vaste prairie où les vaches allaient paître. Il y avait une étable bien entretenue, un hangar rempli d'outils agricoles, et un peu plus loin, un modeste mobil-home qui serait notre abri pour l'hiver. Je regardais autour de moi, absorbé par la tranquillité apparente de l'endroit. Mais une certaine inquiétude persistait. L'isolement du lieu, le comportement des chiens, tout cela me mettait mal à l'aise, sans que je puisse vraiment l'expliquer. Ali revint de l'étable et nous fit faire un tour détaillé de la ferme, avec son habituelle décontraction. Il nous présenta tout comme étant très simple à gérer. « Franchement, vous allez voir, c'est facile ici, nous dit-il. Je le faisais tout seul, et ça ne prenait même pas 3 heures par jour. Vous n'avez qu'à nourrir les vaches, vérifier que tout est en ordre, et vous avez toute la journée pour vous. C'est super tranquille. » Son enthousiasme était contagieux, même si j'avais encore des doutes.
Shahid était clairement ravi à l'idée de cette nouvelle aventure. Monsieur Djellal, cependant, ne manqua pas de nous donner un avertissement avant de partir. Faites attention, l'hiver peut être rude ici, et les animaux sauvages rôdent parfois la nuit. Cette dernière phrase me fit tilter. Quels animaux? Des loups? Lui demandai-je. Des loups, des renards, et parfois des bêtes plus grosses, mais tant que l'étable est bien fermée la nuit, vous ne devriez pas avoir de problème. Shahid, indifférent à cet avertissement, semblait plus excité que jamais. Ça ira, tonton. On s'en sortira, t'inquiète pas, répondit-il avec assurance. Avant de partir, Monsieur Djellal nous montra notre logement, un petit mobil-home situé près de l'étable. Il était équipé du strict nécessaire, une petite cuisine, une salle de bain et une chambre avec 3 lits. Ça sera confortable pour vous deux, l'électricité fonctionne, et vous avez de quoi vous chauffer. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à m'appeler, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ali restera 3 jours avec vous pour vous montrer ce qu'il faut faire. Je viendrai 1 fois par semaine environ pour vérifier que tout est en ordre. Il ajouta avant de monter dans sa Jeep. Shahid, n'oublie pas, tu es comme un de mes fils. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Après son départ, Ali nous amena voir le puits avec sa pompe, le pâturage et les autres installations. Les 2 chiens nous suivaient de près, silencieux mais vigilants. Ali nous montra comment utiliser la pompe pour alimenter l'abreuvoir des animaux et nous emmena jusqu'à la lisière de la forêt. Faites bien attention à partir d'ici, nous avertit-il. C'est par là que les loups peuvent éventuellement venir. Le paysage était magnifique. Le pâturage semblait s'étendre sur 70 ou 80 hectares. Ali précisa que, bien qu'il y avait des réserves de nourriture, laisser les vaches paître ici serait bien plus avantageux pour elles et pour nous. Après la visite, nous retournâmes au mobil-home. Les chiens s'installèrent devant l'étable, immobiles comme des sentinelles. Shahid partit avec Ali vérifier les animaux, tandis que je me dirigeais à l'intérieur pour m'installer et commencer à préparer le dîner. Plus tard, Ali et Shahid me rejoignirent et nous finîmes par préparer le repas ensemble. Nous dînions tranquillement, discutant de tout et de rien. Shahid, fidèle à lui-même, se remit à parler de Nora, son amoureuse improbable. Et son obsession commençait sérieusement à m'agacer. Soudain, les chiens se mirent à aboyer furieusement. Nous sortîmes aussitôt pour vérifier ce qui se passait, mais rien ne semblait anormal autour de nous. Ali, visiblement agacé, se mit à jurer. « Ça y est, il recommence comme d'habitude. »« Qu'est-ce qui se passe, cousin ?» demanda Shahid. « C'est pareil chaque soir. Ils se mettent à aboyer à la même heure, et à chaque fois, je ne vois rien d'anormal. » Répondit Ali. Shahid et moi éclatâmes de rire face à la situation. Le soleil s'était couché depuis un moment, il devait être passé 20 heures, et l'air se faisait de plus en plus frais. Nous partîmes ensuite vers l'étable pour vérifier l'état des animaux. Joyeux, l'un des chiens tournait autour de nous avec enthousiasme pendant que nous marchions, renforçant mon sentiment que nous allions bien nous entendre avec lui. Après avoir vérifié les bêtes, Ali nous dit avec son habituelle décontraction. « Vous voyez, ça me prend à tout casser 2 ou 3 heures par jour. À vous deux, ça ira plus vite. Allez, rentrons au mobil-home. » Pendant que nous rentrions, Furieux alla se poster devant l'étable pour monter la garde, tandis que Joyeux s'allongea devant la porte du mobil-home, sa place habituelle semblait-il. Nous allumâmes le feu, et la nuit se passa paisiblement. Les 2 jours suivants se déroulèrent sans encombre. L'oncle de Shahid revint ensuite pour amener son fils Ali, nous disant qu'il reviendrait dans 1 semaine pour vérifier que tout allait bien. Shahid et moi restâmes seuls à gérer la ferme. Il me demanda si je m'ennuyais pas trop. Non, mon frère. Tant que le travail est fait, c'est ce qui compte, répondis-je. Durant environ 2 semaines, nous avions pris soin de nourrir Furieux après chaque repas, afin de gagner sa confiance. Cela avait fonctionné. Bien qu'il grognait parfois, il venait quand on l'appelait par son nom, et courait joyeusement vers nous. Tant qu'on ne l'ennuyait pas, il restait amical. Une chose, cependant, ne changeait jamais. Chaque nuit, à la même heure, les 2 chiens aboyaient en même temps. Nous avions fini par penser qu'il s'agissait d'un simple rituel, dû au coucher du soleil. Le comportement répétitif était devenu un mécanisme, presque une habitude pour eux. Vers la mi-octobre, le temps commença à se dégrader sérieusement. Les pluies étaient fréquentes. Et nous ne sortions plus les bêtes. À vrai dire, nous non plus nous ne pouvions guère sortir. Ali semblait nous avoir oubliés, mais son père revenait tous les 8 ou 9 jours, nous apportant tout ce dont nous avions besoin et nous félicitant pour l'entretien de la ferme. Il n'y avait aucun village proche, alors nous l'appelions pour chaque nécessité. Quand il pleuvait, l'étable prenait parfois l'eau, et Shahid et moi avions du mal à évacuer l'eau accumulée. Je me demandais comment les Ali faisaient face à ce genre de situation par temps de froid. Avec l'hiver approchant, je craignais que la tâche devienne plus difficile. Pourtant, au mois de novembre, nous nous étions bien habitués au travail et étions prêts à gérer n'importe quel problème. Une nuit pluvieuse, épuisé, je m'écroulais sur mon lit.
Je fus réveillé en sursaut par un cri étrange. Puis on frappa à la porte. Il devait être aux alentours de 3 heures du matin. Qui cela pouvait-il bien être à cette heure tardive? Jetant un coup d'œil à Shahid, je constatai qu'il dormait profondément. La porte fut frappée à nouveau, plus fort cette fois. Je me levai. « Qui est-ce » demandai-je. « C'est moi, Ali, ouvre la porte. » Mais la voix d'Ali était étrange, presque méconnaissable. Je secouai Shahid pour le réveiller. Shahid, encore à moitié endormi, grogna. « Quoi? Personne ne viendrait à cette heure, c'est n'importe quoi. » La porte fut frappée de nouveau, cette fois accompagnée du bruit sinistre d'un objet métallique raclant les parois du mobil-home. Le son fit le tour du mobil-home, éraflant le métal avant que tout ne redevienne étrangement silencieux. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda finalement Shahid en se réveillant complètement. Je sais pas, la voix d'Ali était bizarre, j'ai eu peur, j'ai pas ouvert la porte. Nous sortîmes précipitamment, armés de bâtons en métal, nos lampes torches braquées sur les alentours. L'air était glacial et la pluie battait toujours contre le sol détrempé. Pourtant, tout semblait étrangement calme dehors. Shahid me regarda inquiet. « Dayan, ça va? T'aurais pas fait un cauchemar par hasard? » « Non, je te jure, il était là. Il disait c'est moi, Ali, ouvre la porte. » Et sa voix m'avait foutu les chocottes. « Ok, tu dois être épuisé. Viens, rentrons à l'intérieur. On en reparlera demain s'il le faut. » Répondit Shahid avec un ton rassurant, mais son regard trahissait un malaise. Une fois à l'intérieur, je m'effondrai sur le lit, incapable de lutter contre la fatigue, sombrant immédiatement dans un sommeil lourd et sans rêve. Le lendemain matin, à 7 heures, nous sortîmes dehors. Je murmurais « Bismillahirrahmanirrahim, miséricordieux ». Mais à peine avais-je terminé que je remarquai quelque chose d'étrange. Les murs du mobil-home étaient rayés, comme si quelqu'un les avait égratignés avec un objet tranchant, peut-être un clou. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Je me rappelais la nuit précédente, il était venu. Qui ou quoi avait osé approcher ainsi, alors que nous dormions? Je n'avais pas rêvé. Shahid, perplexe, me demanda si j'allais bien. Je répondis d'un ton ferme. Ces rayures n'étaient pas là hier, quelque chose est venu la nuit dernière. Ne dis pas de bêtises, elles sont sûrement vieilles, tu ne les avais juste pas remarquées avant, c'est tout. Tenta-t-il de me convaincre. Cela faisait pourtant 3 mois que nous étions ici. Comment n'aurais-je pas vu une telle chose? Ces rayures sinuaient autour du mobil-home, comme une sombre menace qui encerclait notre refuge. Shahid, visiblement peu préoccupé, me poussa à avancer. Allez, on a du travail. Nous vérifiâmes les animaux, tout semblait en ordre. Les chiens étaient heureux, leurs aboiements habituels marquant le calme de la matinée. Après avoir nourri les bêtes, nous rentrâmes pour préparer le déjeuner. Cependant, l'inquiétude de la veille continuait à me ronger. Shahid brisa alors le silence. « Alors, cette histoire de la nuit dernière, tu semblais terrifié. Maintenant, tu te sens mieux ?» Je hochai la tête. « Ouais, mais j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque, je te jure. » Shahid soupira. « Ouais, fais attention quand même, ce genre de choses, c'est pas de la rigolade. Les rayures étaient sûrement déjà là. Tu t'es juste monté la tête, c'est tout. » L'après-midi, nous sortîmes les animaux pour les laisser paître sous le soleil automnal. Pourtant, malgré les rayons de lumière, le froid mordant de l'altitude ne cessait de nous rappeler l'approche de l'hiver. Nous rentrâmes juste avant le coucher du soleil. Vers 20 ou 21 heures, les chiens se mirent à aboyer frénétiquement. Mais cette fois-ci, leurs aboiements n'étaient pas ordinaires. Ils semblaient se battre ou attaquer quelque chose. Shahid saisit le fusil laissé par son oncle Jelal, tandis que je m'emparai d'une barre métallique. Nous sortîmes en hâte. Shahid tira un coup en l'air. Un bruit étrange émanait de l'étable. Pourtant, la porte semblait bien fermée. À la lumière de nos torches, nous scrutâmes les environs, et là, nous vîmes nos chiens, le pelage hérissé haletant. Furieux, tenait dans sa gueule un cadavre déchiqueté, celui d'un loup. Il l'avait littéralement mis en pièces. Nous fîmes le tour de l'étable, mais il n'y avait aucune trace d'intrusion. Comment un loup avait-il pu entrer? L'hiver approchait, et nous savions que la faune serait de plus en plus agressive, affamée. Nous prîmes la décision de monter la garde à tour de rôle pour éviter d'autres surprises. Le jour suivant, l'oncle Jelal arriva avec Ali pour nous rendre visite. Nous leur racontâmes l'incident du loup. Eh bien, c'est la première fois qu'en 3 ans un loup ose s'aventurer hors de son habitat. Nous dit oncle Jelal, l'air soucieux. D'ordinaire, on les aperçoit que de loin, et encore. Nous discutâmes dehors, devant le mobil-home. L'oncle Jelal observa les rayures, un sourire ironique aux lèvres. « Vous avez fait des graffitis ou quoi, les jeunes ?»« Non, tonton, pourquoi tu dis ça ?» répondit Shahid d'un ton léger, comme s'il n'avait pas remarqué les marques. L'oncle Jelal insista en touchant les rayures du bout des doigts. « Tu ne les vois pas ?» Je sentis la colère monter en moi. Comment Shahid pouvait-il ignorer après tout ce qui s'était passé? Je fulminai en silence, mais l'oncle Jelal, sans s'attarder, nous remit des couvertures chauffantes et des provisions pour l'hiver. Plus tard, je pris Ali à part, il fallait que je lui parle de ce que j'avais entendu la nuit. « Ali, il faut que je te pose une question.
Est-ce que tu es venu en pleine nuit et à l'improviste? Ali fronça les sourcils. Pourquoi je viendrais en pleine nuit? Je pris une profonde inspiration. Comment te dire? Je t'ai entendu, ou du moins quelqu'un qui prétendait être toi. Tu semblais furieux, et tu faisais des bruits étranges. Ali sembla réfléchir un instant. C'est étrange, oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois quand j'étais seul. Il y a quelque chose ici, mais ça doit être l'atmosphère des lieux. Rien de grave, Inch'Allah. Je hochai la tête, préférant clore le sujet pour ne pas sombrer dans la panique. Peut-être que je manquais juste de sommeil. Nous rejoignîmes les autres. Les jours suivants furent monotones, plongés dans un calme presque oppressant. Nous commençâmes à ramasser des branches mortes pour nous chauffer, et l'hiver s'installa doucement. Un matin, en ouvrant la porte du mobil-home, nous découvrîmes un épais manteau de neige. Le froid avait totalement envahi l'endroit, et les bêtes, tremblantes, devaient désormais être nourries à l'intérieur de l'étable. Ce soir-là, nous restâmes à l'intérieur, écoutant le silence de la neige qui s'était abattue sur la prairie, tout en nous demandant si le silence allait durer. Vers 23 heures, un cri perçant déchira le silence de la nuit, résonnant dans l'obscurité. Nous échangions un regard inquiet avant de nous précipiter dehors. Shahid saisit le fusil de son oncle, tandis que je m'armais du bâton en métal. Furieux, le chien grognant et agité, nous rejoignit, ses yeux reflétant une lueur inquiétante sous la pleine lune. Le ciel nocturne était limpide, baigné dans une lumière glaciale qui rendait l'atmosphère encore plus surnaturelle. Chaque pas que nous faisions semblait amplifié, résonnant dans le silence oppressant des montagnes. En avançant, une lueur rougeâtre attira notre attention, dans la direction où Ali nous avait avertis de rester prudents. « Mais c'est quoi ça ?» murmura Shahid, sa voix trahissant une pointe de panique. Le feu semblait danser au loin, comme s'il l'appelait en sorcelant. Pourtant, aucun souffle de vent ne se faisait sentir. « C'est là-bas qu'Ali nous a dit de faire attention. » murmurai-je, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. Nous approchâmes lentement, chaque pas nous rapprochant d'une vérité que je n'étais pas sûr de vouloir connaître. Furieux, grognait de plus en plus fort, son pelage s'hérissait, comme s'il sentait une présence invisible, quelque chose d'autre au-delà du feu. À mesure que nous nous approchions, des murmures étranges, semblables à des langues oubliées, s'élevaient dans les airs, des sons que l'esprit humain ne pouvait pas comprendre. C'était à la fois envoûtant et terrifiant, comme une mélodie jouée par des êtres d'un autre monde. Mes sens étaient en alerte, et je sentais que nous n'étions pas seuls. Nous nous fîmes discrets, tentant de nous fondre dans les ombres des arbres. Mais une étrange pulsation émanait de la lumière, attirant notre attention vers les silhouettes qui dansaient autour du feu. Elles n'étaient pas humaines. Leur forme était floue, ondulant comme des ombres projetées sur le sol. Et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus ancien et dangereux. Tout à coup, un frisson de peur nous parcourut lorsque, sur le point de faire demi-tour, l'une de ces créatures tourna la tête dans notre direction. Ses yeux brillaient d'une lueur spectrale et, à notre grande horreur, elle s'adressa à nous dans un murmure rauque. Une langue qui semblait à la fois fascinante et effroyable. « Ne partez pas, nous vous attendions. » Je restais figé, muet, incapable de prononcer le moindre mot face à cette créature terrifiante. Un froid glacial s'empara de mes membres, me paralysant complètement. La barre de métal pesait lourdement dans ma main, tandis que je voyais Shahid, tenant son fusil, comme s'il était devenu trop lourd pour lui aussi. Finalement, l'arme glissa de ses mains et tomba au sol, inutile et dérisoire. Des sacrifices. Par qui devons-nous commencer? Furieux se jeta sur la créature avec un courage inattendu, ses crocs brillant dans la lueur de la lune. Mais en un instant, les djinns, invisibles jusqu'alors, se ruèrent sur lui, leurs silhouettes se tordant dans l'obscurité, comme des ombres maléfiques cherchant à le dévorer. Shahid et moi échangèrent un regard terrifié, notre instinct de survie prenant le dessus. Ignorant la douleur dans mes jambes, je me mis à fuir vers le mobil-home, le cœur battant à tout rompre. Les hurlements de la créature résonnant encore dans mes oreilles. Je franchis le seuil du mobil-home, le cœur battant à 100 à l'heure, et me retournai pour aider Shahid à entrer. Mais juste à ce moment-là, je vis une ombre furtive saisir sa jambe, l'immobilisant au sol. Mon sang se glaça. « Shahid » criai-je, tendant la main vers lui, mais la créature était déjà là, sinistre et rapide, son regard brillant dans l'obscurité. Je tirai de toutes mes forces, mais il semblait comme collé au sol, un poids que je ne pouvais pas déplacer. Shahid luttait pour se dégager, sa peur palpable, mais mes efforts restaient vains.
Dans un acte de désespoir, je me mis à murmurer une invocation. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Au moment où les mots franchirent mes lèvres, la créature relâcha sa prise. Je poussai un soupir de soulagement et, dans un premier élan, je tirai Shahid vers moi. Nous nous précipitâmes à l'intérieur et je fermai rapidement la porte du mobil-home derrière nous. J'attrapai rapidement un téléphone pour appeler à l'aide, mais il grilla dans un grésillement sinistre, ne laissant derrière lui qu'une odeur de brûlé. Mon cœur s'emballa. Je saisis le second téléphone, le composai frénétiquement, mais une voix glaciale retentit à l'autre bout. « Nous attendons le prochain sacrifice. » Le téléphone grilla à son tour dans un éclat de lumière et je le laissai tomber horrifié. Juste à ce moment, le soleil se leva lentement à l'horizon, baignant l'intérieur du mobil-home d'une lumière dorée, chassant les ombres de la nuit. L'extérieur était calme, presque paisible, comme si les événements de la nuit n'avaient jamais eu lieu. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Shahid, tremblant de peur. Je n'avais pas de réponse, mais une chose était claire. Les créatures de la nuit n'avaient pas dit leur dernier mot. Je m'endormis soudainement, submergé par une fatigue mystérieuse. À mon réveil, Shahid avait disparu. Dehors, le ciel gris m'empêchait de savoir si c'était le matin ou la fin d'après-midi. Je sortis alors et criai « Shahid !» mais le silence régnait. Les deux chiens, joyeux et furieux, tournoyaient autour de moi. Furieux était en vie, contrairement à ce que je craignais. Mon esprit vacillait entre rêve et réalité, me faisant douter de ce que j'avais vécu la nuit précédente. Les traces de pas dans la neige attirèrent mon attention, et je les suivis, accompagné des deux chiens. Un frisson de terreur m'envahissait. Elles menaient exactement à l'endroit où nous avions été la nuit dernière, mais il n'y avait aucune trace du feu. Pas de cendres, pas de vestiges de ce qui s'était produit. Aucun fusil ni barre en métal au sol. Les traces de pas s'étaient arrêtées net. En levant les yeux, je remarquai que le soleil se couchait derrière la montagne, teintant le ciel d'une lueur crépusculaire. Je scrutai les environs et criai le nom de Shahid. Soudain, je distinguai 2 ou 3 points de lumière au loin. C'était donc ça, quand l'oncle Djellal avait dit qu'il n'y avait aucun village aux alentours. Il voulait dire qu'il n'y avait pas de village proche. Étrange, cela faisait 3 mois que nous étions ici, et nous n'avions jamais vu les lumières de ce village pourtant visible la nuit. Le village n'avait pas pu s'installer du jour au lendemain. Les quelques lumières provenaient sûrement d'un village éloigné. La route principale était à environ 8 km, sans compter les 10 km restants jusqu'à la ville. Il me fallait marcher longtemps pour y accéder. Que devais-je faire? Le village n'avait pas l'air si loin à vue d'œil. J'estimais sa distance à environ 5 km. Je rentrai dans le mobil-home. Le fusil n'était plus à sa place, mais la barre en métal y était. Les téléphones portables, tous les deux grillés, me causèrent un frisson d'angoisse. Quel genre de rêve avais-je fait? Mon esprit avait du mal à discerner le vrai du faux. Shahid était donc parti avec le fusil. L'inquiétude commençait à s'installer en moi. Et s'il lui était arrivé quelque chose de grave? Si je partais demander de l'aide au village, que deviendraient les animaux? Et si Shahid n'était pas loin et comptait revenir d'ici peu? Mon esprit semblait se perdre dans des scénarios inquiétants. Je devais agir vite. Je ne pouvais rester ici sans rien faire. Que dirais-je à sa famille s'il lui était arrivé quelque chose de grave? Je préparais mon sac à dos, y mettant de la nourriture, de l'eau et une recharge d'essence pour briquet Zippo. J'avais l'idée de fabriquer une torche avec la barre métallique. Je découpais de longs morceaux de tissu en coton que j'imbibais de cire fondue. Après un test, je constatais que cela brûlait bien. Combien de temps durerait la torche? Je n'en savais rien. J'avais préparé plusieurs morceaux de tissu à l'avance. Seul le temps m'inquiétait, avec la neige et le vent. J'avais une torche électrique, mais je préférais l'utiliser en dernier recours. En cas de présence d'animaux sauvages, le feu pourrait les tenir à distance. Je décidai de laisser un mot sur lequel j'écrivis. Je suis parti au village le plus proche dont je ne connais pas le nom. Shahid a disparu. Je vais chercher de l'aide. Les téléphones ne fonctionnent pas. Je sortis et donnai de la nourriture et de l'eau aux animaux pour 1 semaine. Je laissai Joyeux à l'intérieur et fermai la porte. S'il m'arrivait quelque chose, au moins ils auraient de quoi boire et à manger avant que quelqu'un revienne à la ferme. Je pris Furieux avec moi et marchai vers le village en suivant les lumières. J'avançai à travers la prairie, contournant la lisière de la forêt. Furieux avançait avec assurance, me faisant sentir en sécurité. Je priais que la torche ne s'éteigne pas trop vite. Après avoir traversé la prairie, un ruisseau se tenait devant moi. Avec un bâton, je tapotais le sol. Le ruisseau n'avait pas l'air profond. Le soleil était quasiment couché. Furieux se jeta dans le ruisseau et traversa. J'en fis de même. Mes pieds étaient trempés, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un panneau rustique en bois indiquait
village des échos de la brume, à 3 kilomètres. Il fallait que j'avance tout droit, en grimpant une pente. Ma torche était sur le point de s'éteindre. Je m'arrêtai pour prendre un autre morceau de tissu en coton pour raviver la flamme. La flamme reprit. Mais mes pieds étaient gelés. Il fallait que je continue sans perdre de temps. Soudain, j'entendis un coup de feu, puis un deuxième. « Shahid !» criai-je. Furieux fonça vers le lieu d'où provenaient les coups de feu. La neige commençait à tomber. J'essayais de protéger le feu tant bien que mal. Je criais de nouveau, mais ma voix se perdait dans le vent. J'avais l'impression que la couleur de la neige devenait de plus en plus sombre. En regardant ma montre, je vis qu'il était plus de 23 heures. Cela faisait plus de 4 heures que je marchais, et je n'étais toujours pas arrivé au village. Finalement, j'estimais être à environ 300 mètres du village. Les lumières de 3 ou 4 lampes à huile semblaient suspendues dans l'air, et je priais qu'une d'elles soit tenue par Shahid, accompagné de personnes prêtes à l'aider. Le village devait probablement dormir, car aucun des habitants ne répondait à mes appels. Malgré tout, j'étais soulagé d'être arrivé. J'allais réveiller les gens pour demander de l'aide. Soudain, je glissais en arrière, heurtant ce qui semblait être le mur d'une maison. Les lampes à huile que tenaient les villageois restaient immobiles, mais des rires moqueurs résonnèrent lorsque je tombais au sol. Me relevant, je m'avançai vers les lumières, intrigué par ces rires persistants. « Bismillahirrahmanirrahim, miséricordieux, murmurai-je. Mais à mesure que je m'approchais, je réalisais avec horreur que les lampes étaient accrochées à des branches d'arbres. Les villageois avaient suspendu leurs lampes à l'extérieur pendant que le village dormait. La neige, désormais d'une teinte sombre, recouvrait le sol. Soudain, une boule de neige me frappa au visage, suivie de plusieurs autres. « Arrêtez! Je suis venu chercher de l'aide !» criai-je, mais une nouvelle boule de neige gelée frappa ma nuque, me faisant grimacer de douleur. L'obscurité et la neige noire rendaient la visibilité quasiment nulle à 3 mètres. Une autre boule, lancée avec force, me fit tourner la tête. Quand je repris conscience, je me trouvais allongé sur de la paille dans une grange. Ma tête me faisait un mal insupportable. Quel genre de cruauté m'avait conduit ici? Je me demandais comment j'avais atterri dans cet endroit et qui étaient les gens à l'extérieur. En observant les lieux, je remarquai une porte ouverte, mais la neige sombre et la nuit m'empêchaient de voir ce qu'il y avait dehors. Soudain, j'entendis les aboiements de furieux à l'extérieur. Ils s'attaquaient à quelque chose. Puis, le silence s'installa. Les 4 lampes à huile apparaissaient alors juste devant la porte, éclairant la pénombre. Je commençai à réciter toutes les prières que je connaissais, tandis qu'une voix s'éleva. « Il faut jeter ça dans le ruisseau. » Quelque chose était traîné au sol. Est-ce que cela pouvait être furieux? Je n'entendais plus le pauvre chien. Je sortis ma torche électrique, mais elle était cassée. Avec mon briquet Zippo, j'allumai une flamme, avançant à petits pas. Je découvris au sol une traînée de sang. Je suivis cette trace et vis le corps suspendu de Shahid, la tête ensanglantée, avec une corde autour du cou. Je poussai un cri si puissant que mes yeux se fermèrent, puis se rouvrirent. Ma vision était floue, mais j'entendais la voix de mon père, de l'oncle Djelal et de son fils Ali. « Réveille-toi, réveille-toi » me disait-il. Lorsque je repris mes esprits, je me trouvais dans le mobil-home. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda mon père, inquiet. Je me mis à pleurer comme un enfant. « Papa, il m'est arrivé des choses étranges. Il faut sauver Shahid, il est dans le village à côté. » L'oncle Djelal me rassura. « Ne t'en fais pas, Shahid va bien. Il joue avec les chiens dehors. » En regardant par la fenêtre, je vis Shahid et Ali en train de s'amuser avec les chiens. Soulagement immense. Je courus dehors pour les retrouver. « Regarde-moi cette dégaine !» s'exclama Shahid en me désignant à Ali. « Espèce de crétin, j'ai failli mourir de peur. Des rêves comme ça, je ne le souhaite à personne, » lui dis-je. L'oncle Djelal sortit et dit « Préparez-vous les jeunes, vous allez partir. »« Où ça ?» demandai-je intrigué. « Vous rentrez chez vous, je ne veux pas d'objection. Je vais vous remplacer. » répondit-il fermement. Je commençais à réfléchir, convaincu que personne d'autre n'aurait pu faire ce rêve aussi troublant. En regardant autour de moi, je ne vis aucun véhicule. « Comment on va partir ?» demandai-je inquiet. Mon père répondit calmement. « On est venu à pied sous cette pleine lune, et nous repartirons de la même manière, ne t'en fais pas. » La lune, machallah, éclairait le chemin comme un projecteur, dissipant l'obscurité qui nous entourait. J'avais rassemblé mes affaires, et, alors que nous marchions, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil en arrière. Plus nous nous éloignions de la ferme, plus je ressentais un apaisement croissant, comme si la lumière de la lune chassait les ombres de mes angoisses. Je ne savais pas combien de temps nous avions marché, mais une sensation étrange me rongeait. Je me sentais lourd, comme gêné par quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Alors que je commençais à penser que c'était dû à la fatigue, ce que je vis faillit me rendre fou.
Je me retrouvais à nouveau dans le même village, marchant sans but. Il n'y avait personne à mes côtés, et je n'avais aucun sac à dos. Je tombais à genoux, les larmes aux yeux, à la limite de la folie. Soudain, quelque chose me sauta dessus. C'était Furieux. Je le pris dans mes bras. Ce chien était la seule chose tangible pour moi. Je décidai de ne pas laisser une seule seconde passer sans lui. Je me mis à avancer vers la grande grange que j'avais déjà vue. Une lumière en émanait. J'entendais des voix provenant de l'intérieur. J'essayais d'allumer mon briquet, mais il ne fonctionnait pas, ce qui m'énervait. Le village était étrangement calme. Seule la lumière de la lune me réconfortait. Des rires d'enfants, de femmes et d'hommes émanaient de l'intérieur de la grange, où une seule lampe à huile éclairait l'espace. Poussant la porte avec mon pied, j'avançais prudemment. À ma grande surprise, il n'y avait plus de corps suspendu de Shahid. Les rires venaient maintenant du haut de la grange, et un escalier menait à l'étage. Je commençais à monter, mais les rires résonnèrent cette fois du bas. La grange semblait se retourner, le haut devenant le bas, et vice-versa. Il était clair qu'il me fallait fuir cet endroit au plus vite. Furieux me tenait lucide. Sans lui, j'aurais sombré dans la folie. Soudain, la lampe s'éteignit. C'était comme si mon corps était en lévitation avant de tomber au sol. L'intérieur de la grange se remplissait de nombreuses personnes, et Furieux aboyait comme un fou. La porte se ferma, puis se rouvrit, et les gens disparurent instantanément, laissant Shahid entrer. « Comment es-tu arrivé ici, mon frère ?» me demanda-t-il. Je restais paralysé, tandis que Furieux continuait d'aboyer frénétiquement. Puis, soudainement, le visage de Shahid se transforma en quelque chose de monstrueux. Si l'on m'avait demandé si j'avais vu le diable, j'aurais répondu que c'était lui incarné. Il me dit d'une voix sinistre, « Il nous faut un sacrifice ». Des bruits de grelots, mélangés à des chuchotements, résonnèrent dans toute la grange. Je fus alors attrapé par les bras et traîné au sol. Mes yeux se fermèrent. En les rouvrant, je me retrouvai allongé, une serviette humide passée sur mon front. J'entendais une voix dire « Est-ce qu'on va s'en sortir ?» Je reconnaissais cette voix. C'était celle de Shahid. Je l'attrapai par la gorge, le pressant. « J'en peux plus. Vous allez me rendre fou. Arrêtez !» lui criai-je dessus en serrant de mes mains. Puis, des prières furent adressées, et une voix me dit « Ça va passer mon fils, calme-toi ». Je commençai à me calmer, les prières m'apaisèrent, et je fermai de nouveau les yeux, sombrant dans l'inconscience. Après un certain temps, je rouvris les yeux. Le poêle à bois était allumé, et la chaleur du feu emplissait la pièce. Lorsque Shahid vit que j'avais ouvert les yeux, il me prit dans ses bras. « Tout est de ma faute, mon frère. C'est moi qui t'ai entraîné là. Pardonne-moi. » Quand je repris mes esprits, je demandai « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Shahid répondit « Pendant que tu dormais, je suis sorti chercher de l'aide. Tu n'allais pas bien. La route principale était couverte de neige. Alors j'ai pris un autre chemin. Je me suis perdu. Mais finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui comprenait ma démarche. Sa maison était isolée au milieu de nulle part. Shahid fit quelques pas en boitant, l'air souffrant. À cet instant, je ne savais pas à quel point il allait mal. La porte s'ouvrit, laissant entrer un homme assez âgé à la barbe et aux cheveux blancs, portant une aura de sagesse. « Tu es réveillé, fiston ?» me demanda-t-il. « Qui êtes-vous » lui demandai-je. « Je suis ici pour vous faire partir d'ici. Shahid m'a raconté vos problèmes. Avec l'aide du Tout-Puissant, vous rentrerez chez vous demain matin, après l'appel à la prière, Inch'Allah. Mais nous allons devoir passer la nuit ici. Je les tiendrai à distance. Ils ne rentreront pas à l'intérieur. Ne sortez en aucun cas. » Les djinns encerclaient le mobil-home, leurs silhouettes sombres se découpant dans la lumière vacillante. Horrible à voir, ils avaient des visages déformés, des yeux rouges luisants et des crocs serrés, comme s'ils sortaient tout droit d'un cauchemar. Au centre de cette horde, un djinn au regard perçant, le chef de la meute, s'avança avec une autorité sinistre. « Tu vas payer ta dette, Shahid. » Je regardai l'imam, qui comprit rapidement que Shahid avait franchi les limites en pratiquant la sorcellerie. « Qu'as-tu fait, malheureux ?» s'écria-t-il avec une profonde tristesse dans la voix. Il se précipita pour préparer un rituel d'exorcisme, feuilletant rapidement le Coran. La ruqya qu'il récita avec ferveur était censée apaiser les esprits malins. Cependant, la sorcellerie de Shahid, née de son obstination pour Nora, qui ne le voyait que comme un ami, ne pouvait pas être inversée. Soudain, une djinniya apparut, prenant l'apparence de Nora, le visage empreint d'une séduction troublante. « Viens avec moi, Shahid » murmura-t-elle d'une voix douce et envoûtante. Ses yeux scintillaient d'un désir dangereux, captivant Shahid, qui ne pouvait résister à cet appel. « Non, Shahid, reste ici » criai-je désespéré.
tendant une main pour retenir mon frère de cœur. Mais dans un acte de désespoir, Shahid se mit à avancer vers la sortie et, dans un mouvement impulsif, il me frappa violemment. Je fus projeté en arrière, le choc me laissant sans voix. « Laisse-moi tranquille !» hurla-t-il, son regard embrumé par une sorte de transe. Il sortit, aveuglé par la promesse de ce qui aurait pu être. L'imam et moi, incapables de rester inactifs, nous nous précipitâmes dehors, nos prières résonnant dans l'air. « Shahid revient » l'appelai-je, mais dans l'obscurité, il avait déjà disparu dans les bras des créatures. La nuit était noire et épaisse, emportant avec elle tout espoir de le ramener. Le lendemain matin, l'oncle Djelal, inquiet de ne pas avoir réussi à joindre Shahid et moi par téléphone, décida de se rendre à la ferme. Le cœur lourd, il se doutait que quelque chose n'allait pas. En arrivant, il trouva la porte du mobil-home entrouverte et les traces de notre lutte encore visibles. En fouillant le village abandonné, les gendarmes découvrirent le corps sans vie de Shahid, étendu dans la neige, son visage marqué par la terreur. À genoux, je contemplais le corps de mon ami, le cœur lourd de chagrin. Les souvenirs de nos rires, de notre amitié, affluaient dans mon esprit. Shahid, en quête de réconfort auprès de Nora, qui ne voyait en lui qu'un ami, avait succombé aux ténèbres. « Pourquoi ne m'as pas tu écouté, mon frère ?» murmurai-je les larmes aux yeux. La douleur de la perte et le poids du regret m'éloignant de la paix que j'espérais retrouver. L'obsession peut nous détruire, chercher l'amour à tout prix nous rend aveugles et peut nous mener à des choix fatals. Il est crucial d'apprendre à lâcher prise et à protéger notre propre bonheur. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Désolé pour ma voix un peu encombrée, ça s'entend. J'ai attrapé un petit rhume. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour me soutenir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Prenez soin de vous et à bientôt.